a quitté sa maison de l'Ohio ce matin d'août, personne n'aurait pu prédire qu'on ne la reverrait jamais. La retraitée de 82 ans, ancienne enseignante, avait simplement disparu, en se rendant à un rendez-vous médical de routine, ne laissant aucune trace derrière elle. Mais 8 mois plus tard, la découverte choquante d'une équipe de bûcherons dans les bois a brisé toutes les théories sur sa disparition et a révélé la sinistre vérité que tout le monde avait manquée. Daniel Brennan examinait des contrats sur la table de sa salle à manger quand son téléphone a sonné. Le numéro affiché montrait un appel masqué qu'il a failli ignorer, trop d'appels indésirables ces jours-ci. Mais quelque chose l'a poussé à répondre à la 4e sonnerie. « Monsieur Brennan, je suis l'agent spécial Patricia Chen du FBI. J'appelle au sujet de votre mère, Margaret Brennan. » La tasse de café dans la main de Daniel s'est mise à trembler. 8 mois. Cela faisait 8 mois que sa mère avait disparu sans laisser de traces, et les appels avaient cessé depuis longtemps. La police locale avait essentiellement abandonné après les premières semaines, classant l'affaire comme une disparition volontaire. Une femme âgée, récemment déprimée, après la mort de sa meilleure amie, aucun signe de lutte. Ils avaient clairement fait leur supposition. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? La voix de Daniel était rauque. « Monsieur, j'ai besoin que vous veniez à la forêt nationale de Blackwood. Une entreprise forestière a fait une découverte ce matin que nous pensons être liée à l'affaire de votre mère. Êtes-vous en mesure de conduire jusqu'ici maintenant? Est-ce qu'elle est? » Il n'a pas pu finir la question. « Nous avons trouvé son véhicule, Monsieur Brennan. Je préférerais discuter des détails en personne. Pouvez-vous nous retrouver au poste des gardes forestiers sur la route 47? » Daniel prenait déjà ses clés. « J'y serai dans 40 minutes. » Le trajet jusqu'à Blackwood semblait à la fois interminable et trop rapide. Ses mains agrippaient le volant, tandis que son esprit s'emballait avec des possibilités. Ils avaient retrouvé la voiture, après 8 mois de rien. Pas d'activité de carte de crédit, pas de signaux téléphoniques, pas d'observation. Ils avaient enfin trouvé quelque chose. Le parking du poste des gardes forestiers était bondé de véhicules officiels. Des berlines du FBI, des voitures de police locale et une camionnette de scène de crime qui a fait se serrer l'estomac de Daniel. L'agent Chen l'a rencontré à l'entrée, une femme dans la quarantaine avec des yeux perçants et une attitude professionnelle qui parvenait néanmoins à transmettre de la sympathie. « Monsieur Brennan, merci d'être venu. Je sais que c'est difficile. » Elle a fait un geste vers un SUV du FBI. Le site est à environ 5 km sur une vieille route forestière. Je vais nous y conduire et vous expliquer ce que nous savons. Tandis qu'il cahotait sur la route forestière, accidentée, l'agent Chen l'a mis au courant. Une entreprise forestière faisait des relevés pour une nouvelle route d'accès quand ils ont découvert un véhicule enterré sous ce qui semblait être un glissement de terrain. Quand ils ont commencé à le dégager, ils ont réalisé que le placement des débris n'était pas naturel. Qu'est-ce que vous voulez dire, pas naturel? Les troncs et les débris étaient disposés délibérément, Monsieur Brennan. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler ce véhicule. Quand l'équipe a vu que c'était une voiture en dessous, ils nous ont immédiatement appelés. Ils ont contourné un virage, et Daniel a vu la scène. Du ruban jaune délimitait une section de forêt où des troncs massifs avaient été écartés. Des techniciens du FBI, en tenue de protection, travaillaient méthodiquement autour d'une berline rouge, partiellement enfouie dans la boue et les débris forestiers. Même de loin, même recouverte de terre et endommagée par des mois d'exposition, Daniel a reconnu la Toyota Camry 2018 de sa mère. Ses jambes se sont affaiblies quand il est sorti du SUV. Ce matin-là, il y a 8 mois, lui est revenu avec une clarté douloureuse. Il s'était arrêté chez elle pour leur petit déjeuner habituel du mardi, mais elle se préparait déjà à partir. « Rendez-vous chez le médecin », avait-elle dit en prenant son sac à main. Juste des analyses de sang de routine. Ses vieux os
son besoin de plus d'entretien qu'avant. Il lui avait proposé de la conduire, mais elle l'avait repoussé d'un geste. « Ne sois pas bête, c'est une belle matinée, et je dois m'arrêter à la pharmacie après. » Elle portait son cardigan préféré, celui en charbon qu'il lui avait offert à Noël, sur une chemise rose vif. Toujours une touche de couleur, même pour des courses de routine. Leur voisine, Madame Patterson, l'avait vue charger Molly, son petit terrier noir, dans la voiture vers 10 heures. Margaret avait appelé le cabinet du médecin à 10h15 pour dire qu'elle serait en retard à cause de travaux sur Maple Street. La réceptionniste se souvenait clairement de l'appel, parce que Margaret s'était excusée du retard. Elle n'est jamais arrivée. Molly a été retrouvée ce soir-là, errant, près de la maison, suggérant que Margaret était soit revenue brièvement, soit avait laissé sortir le chien quelque part à proximité. Mais Margaret elle-même avait complètement disparu avec sa voiture, comme si la terre les avait avalées toutes les deux. Maintenant, fixant le véhicule, recouvert de boue, photographié sous tous les angles, Daniel comprenait que c'est essentiellement ce qui s'était passé. Quelqu'un avait essayé de faire disparaître la voiture de sa mère dans le sol de la forêt. Monsieur Brennan a dit doucement l'agent Chen, le conduisant plus près d'une table où des sacs de preuves étaient disposés. Nous avons récupéré plusieurs objets personnels sur la scène. J'ai besoin que vous les identifiez si vous le pouvez. Le premier sac contenait un sac à main en cuir, endommagé par l'eau, mais indubitablement celui de sa mère. Le sac Coach que lui et Rebecca lui avaient offert pour son 80e anniversaire. À l'intérieur, visible à travers le plastique transparent, se trouvait son portefeuille contenant encore son permis de conduire. Le visage de Margaret Brennan lui souriait depuis la petite photo, figée dans le temps. Le deuxième sac contenait des bijoux, une montre en or avec un bracelet extensible qu'elle portait tous les jours. Ces alliances, elle n'avait jamais cessé de les porter dans les 15 ans depuis la mort de son père. Un petit collier en or avec un pendentif qui disait « Meilleure grand-mère du monde », bien que Daniel et Rebecca n'ayant jamais pu lui donner de petits-enfants. « Tout est à elle », a confirmé Daniel, la voix épaisse. « Mais je ne comprends pas. Pourquoi ici? C'est à 30 kilomètres de la ville, nulle part, près du cabinet du médecin ou d'un itinéraire qu'elle aurait pris. » L'expression de l'agent Chen était sombre. « C'est ce que nous enquêtons, Monsieur Brennan. La dissimulation, l'emplacement, la nature délibérée de la façon dont le véhicule a été caché. Rien de tout cela n'est incohérent avec un accident ou une disparition volontaire. Nous traitons cela comme une scène de crime. » Daniel fixait la voiture en ruine. Les troncs massifs qu'il avait décachés pendant 8 mois, l'épreuve des derniers moments de sa mère, disposés sur une table pliante au milieu de la forêt. Quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un avait pris sa mère et était allé très loin pour cacher ce qu'il avait fait. « Que se passe-t-il maintenant ?» a-t-il demandé. Nous continuons à traiter la scène. Nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part sur ce dernier matin. Toute préoccupation que votre mère aurait pu mentionner. Toute personne qui aurait pu lui vouloir du mal. Chen a fait une pause. Et, Monsieur Brennan, je dois vous demander, y a-t-il quelqu'un à qui vous pouvez penser qu'il avait accès à la routine quotidienne de votre mère? Quelqu'un qui aurait su qu'elle serait seule ce matin-là? La question est restée en suspens dans l'air, tandis que Daniel regardait les techniciens documenter soigneusement chaque détail de la tombe cachée de sa mère. Daniel était assis dans la cuisine de sa mère, l'espace familier semblant vide sans sa présence. Il était venu ici d'innombrables fois, au cours des 8 derniers mois, entretenant la maison, ramassant le courrier, s'assurant que tout restait en ordre pour son retour. Maintenant, sachant que sa voiture avait été cachée dans la forêt tout ce temps, la maison ressemblait elle-même à une scène de crime. Il a sorti son calendrier de bureau, celui qu'elle maintenait religieusement malgré ses tentatives de lui faire utiliser un smartphone. Le 15 août,
il y a 8 mois, montrait son écriture soignée. Dr. Morrison, 10h30, analyse de sang. Rien d'inhabituel, rien pour indiquer que ce serait à sa dernière entrée. La sonnette a interrompu ses pensées. Par la fenêtre du devant, il a vu l'autisme de Madame Patterson d'à côté, tenant un plat à gratin. La réponse universelle de banlieue, à la tragédie. « Daniel, j'ai vu que tu étais là. » A-t-elle dit, quand il a ouvert la porte. « J'ai entendu parler de ce qu'ils ont trouvé. Je suis tellement désolé. » Il a accepté le plat avec engourdissement. « Madame Patterson, vous l'avez vu ce matin-là. La police a dit que vous étiez la dernière personne. J'ai repassé 5000 fois dans ma tête, » a dit la femme âgée en se tordant les mains. Il était juste après 10 heures. J'arrosais mes roses quand Marguerite est sortie. Elle avait Molly avec elle, ce que j'ai trouvé étrange, pour un rendez-vous chez le médecin. A-t-elle dit quelque chose? Elle semblait pressée. A dit quelque chose à propos de travaux qui l'obligeaient à prendre le long chemin. Alors, elle emmenait Molly pour la balade, plutôt que de la laisser seule trop longtemps. Les yeux de Madame Patterson se sont remplis de larmes. Elle m'a demandé si je pouvais vérifier Molly, si elle était plus tard que prévu. C'est pourquoi je suis allé voir ce soir-là, quand j'ai vu que sa voiture n'était pas revenue. Les travaux, a insisté Daniel. A-t-elle dit où? Maple Street, je pense. Ils remplacèrent les conduites d'eau toute cette semaine. La circulation était terriblement bloquée. J'ai évité cette zone moi-même. Après le départ de Madame Patterson, Daniel a appelé le bureau d'urbanisme de la ville. Oui, ont-ils confirmé. Il y avait eu des travaux sur Maple Street du 12 au 18 août. La déviation aurait dirigé la circulation vers Elm, puis vers l'autoroute 47. Un itinéraire qui aurait pu faire passer sa mère devant la route forestière, où sa voiture a été trouvée. Bien que ce ne soit pas le chemin le plus direct. De retour au bureau de sa mère, Daniel a commencé à examiner ses documents financiers avec un examen minutieux renouvelé. Quand elle avait disparu pour la première fois, il avait fait une vérification superficielle. Son compte courant ne montrait aucune activité après le 15 août. Aucun retrait inhabituel avant cette date. Ses cartes de crédit n'avaient pas été utilisées. Tout cela soutenait la théorie policière d'une disparition volontaire. Peut-être une femme âgée confuse qui s'était perdue. Mais maintenant, il regardait plus en profondeur. Son système de classement était méticuleux. Les relevés bancaires organisés par mois, les factures de marquées comme payées avec les numéros de chèques notés. Il a sorti le dossier marqué « Service ménager ». Il y avait le service de jardinage payé mensuellement. La femme de ménage qui venait 2 fois par mois. Bien que cela se soit arrêté 6 mois avant la disparition, quand la femme avait déménagé. Et là, un ajout plus récent au dossier, Ashley Kovac, service d'aide à domicile. Daniel a fixé les factures. Sa mère avait embauché une aide à domicile. Elle ne l'avait jamais mentionné. Les factures montrèrent des visites bi-hebdomadaires, commençant en janvier, 8 mois avant qu'elle ne disparaisse. Les services énumérés comprenaient gestion des médicaments, courses, compagnie, ménage léger. Le tarif était raisonnable, 25 $ de l'heure, généralement 3 à 4 heures par visite. Il a trouvé des chèques annulés, faits à l'ordre d'Ashley Kovac, tous dans l'écriture soignée de sa mère. Le dernier était daté du 1er août, 2 semaines avant la disparition. Mais quelque chose n'allait pas. Dans la marge de son registre de chèques, sa mère avait crayonné un point d'interrogation à côté du paiement de juillet. Et à côté de l'entrée d'hôte, elle avait écrit « Vérifier le montant ». Le téléphone de Daniel a vibré. Elle avait qu'à vérifier. « Comment vas-tu? As-tu besoin que je vienne? »« Je suis chez maman. » Savais-tu qu'elle avait embauché une aide à domicile? Une aide à domicile? Non, elle n'a jamais mentionné ça. Elle semblait bien se débrouiller toute seule. C'est ce que Daniel pensait aussi. Sa mère était remarquablement indépendante pour 82 ans,
conduisant encore, entretenant encore sa maison et son jardin. Elle avait été triste après la mort de son amie Eleanor, mais elle voyait un thérapeute et semblait s'améliorer. Pourquoi aurait-elle besoin d'une aide à domicile? Il a étudié les factures plus attentivement. L'adresse d'Akhlej Kovac était indiquée comme un complexe d'appartements du côté sud de la ville. Pas de nom d'entreprise, juste ses informations personnelles. Un numéro de téléphone avec un indicatif régional local. Quelque chose à propos de ses points d'interrogation. Dans le registre de chèques, le dérangeait. Sa mère était précise avec l'argent, ayant géré les finances du ménage pendant plus de 50 ans. Si elle remettait en question des montants, quelque chose n'allait pas. Daniel a rassemblé les factures de l'aide à domicile et le registre de chèques. Demain, il retrouverait Akhlej Kovac. Après 8 mois sans réponse, il avait enfin un fil à tirer. Daniel étudiait encore les papiers financiers de sa mère le lendemain matin quand son téléphone a sonné. Le numéro était inconnu mais local. « Allô? Est-ce Daniel Brennan ?» La voix de la femme était jeune, professionnelle. « Je suis Akhlej Kovac. J'étais l'aide à domicile de votre mère. Je viens de voir les nouvelles, et à propos d'avoir trouvé sa voiture. » Daniel s'est redressé sur sa chaise. Il avait prévu de la retrouver, et voilà qu'elle l'appelait. Mademoiselle Kovac. Oui, j'ai justement trouvé vos factures dans les dossiers de ma mère. Je ne savais pas qu'elle avait embauché quelqu'un. Elle ne voulait pas vous inquiéter. A dit Akhlej, son ton sympathique. Vous savez, comme elle était indépendante, elle ne m'a appelé qu'après avoir fait cette petite chute en janvier. Elle ne vous en a même pas parlé, n'est-ce pas? Elle s'est juste meurtri la hanche, mais ça lui a fait peur. Elle voulait quelqu'un pour vérifier régulièrement sur elle, aider avec les tâches ménagères plus lourdes. Daniel n'était pas au courant d'une chute. Un autre secret que sa mère avait gardé ne voulait en probablement pas paraître fragile. J'espérais justement vous parler. Vous pourriez avoir été l'une des dernières personnes à la voir? Oh, je ne l'avais en fait pas vue depuis environ 2 semaines avant qu'elle ne disparaisse. Elle avait annulé nos rendez-vous réguliers. Elle a dit qu'elle se sentait mieux et voulait essayer de se débrouiller seule à nouveau. Akhlej a fait une pause. « Écoutez, Monsieur Brennan, j'ai encore quelques affaires de votre mère dans mon appartement. Sa clé de maison de rechange et quelques fournitures médicales qu'elle m'a demandé de prendre, un tensiomètre, des médicaments de la pharmacie. Je voulais les rendre, mais après qu'elle ait disparu, je ne savais pas quoi en faire. Vous avez sa clé de maison? Elle me l'a donnée pour les urgences. J'aurais dû la rendre plus tôt, mais avec tout ce qui s'est passé, voulez-vous que je vous apporte ces choses? Je pourrais les déposer chez elle si vous allez y être. » Daniel a jeté un coup d'œil à la pile de documents financiers et est allé sur la table à manger. En fait, ce serait utile. Je suis là maintenant, essayant de parcourir toute sa paperasse. C'est écrasant. Je n'avais jamais réalisé tout ce qu'elle gérait. Oh, je peux imaginer. Votre mère tenait des dossiers méticuleux. J'avais l'habitude de l'aider à classer des choses parfois. La voix d'Akhlej s'est éclaircie. Je pourrais vous aider à les organiser si vous voulez. Je connais assez bien son système. C'est gentil de votre part de proposer. Quand pourriez-vous venir? Je pourrais être là dans environ 1 heure si ça marche. J'ai l'après-midi libre. Après avoir terminé l'appel, Daniel ressentait un mélange de soulagement et de malaise. Akhlej semblait serviable, attentionné. Exactement le genre de personne en qui sa mère aurait eu confiance. Mais ces points d'interrogation dans le registre de chèques le dérangeaient. Toujours. 1 heure plus tard, une Honda Civic argentée s'est garée dans l'allée. Akhlej Kovac était plus jeune que ce à quoi Daniel s'attendait. Fin de la vingtaine, avec des cheveux blondes tirés en arrière en queue de cheval professionnel. Elle portait un jean ajusté et un blazer qui avait l'air cher. Alors qu'elle marchait sur le chemin avant en portant un sac en toile,
quelque chose a attrapé le soleil de l'après-midi. Des boucles d'oreilles en diamant, des grandes. « Monsieur O, Brennan a-t-elle dit en tendant la main. Je suis si heureuse de vous rencontrer enfin, bien que j'aurais souhaité que ce soit dans de meilleures circonstances. » Sa poignée de main était ferme, confiante. De près, Daniel a remarqué son sac à main de créateur, la Rolex à son poignet. Pour quelqu'un qui facturait 25 $ de l'heure pour des services d'aide à domicile, elle semblait remarquablement bien s'en sortir. À l'intérieur, Ashledge a sorti des articles de son sac, le tensiomètre encore dans sa boîte, plusieurs flacons de médicaments sur ordonnance et une seule clé sur un porte-clés avec un petit charme papillon. « Votre mère adorait les papillons », a dit Ashledge, remarquant son regard. Elle avait ce beau jardin à l'arrière avec tous les buissons à papillons. C'était vrai. Un détail si spécifique que seul quelqu'un qui avait passé du temps ici saurait. Daniel s'est senti honteux de son soupçon momentané sur ses bijoux. Peut-être qu'elle avait de l'argent de famille ou un autre emploi. Ashledge a regardé les papiers couvrant la table à manger. « Oh là là, vous avez vraiment du pain sur la planche. Votre mère gardait tout s'y organisait, mais j'imagine que c'est quand même écrasant si vous ne connaissez pas son système. Surtout les trucs financiers. » À demi Daniel. Je ne suis même pas sûr de ce que je cherche. Ashledge s'est rapproché de la table, parcourant les documents. Elle s'inquiétait pour l'argent ces dernières semaines, vous savez. Elle n'arrêtait pas de me demander si je pensais qu'elle était surfacturée pour des choses, si ses services publics semblaient et élevés. Je lui ai dit que tout me semblait normal, mais elle semblait anxieuse à ce sujet. Daniel a froncé les sourcils, inquiète pour l'argent. Maman avait une excellente pension d'enseignement, plus l'assurance vie de papa et leurs investissements. Elle était très à l'aise. « Oh, je suis sûr que vous avez raison », a dit Ashledge rapidement. « J'ai peut-être mal compris. » Elle vérifiait peut-être juste les choses. Vous savez comment l'ancienne génération est prudente avec le gaspillage. Mais la mère de Daniel ne s'était jamais inquiétée pour l'argent de sa vie. Son père avait été un agent d'assurance prospère et ils avaient vécu bien en dessous de leurs moyens. La maison était payée depuis des décennies. Elle donnait généreusement à des œuvres caritatives, ne marchandait jamais sur les prix, et avait souvent dit que sa plus grande préoccupation financière était de savoir comment tout dépenser avant de mourir. « Tenez », a dit Ashledge, commençant à trier les papiers en pile. « Laissez-moi vous aider à organiser ça. Reçus médicaux ici, services publics ici, relevés bancaires ici. Votre mère m'a appris son système de classement. » Elle était très particulière à ce sujet. Daniel a regardé Ashledge catégoriser efficacement les documents. Ses ongles manucurés, un autre détail coûteux, se déplaçant rapidement à travers les papiers. Elle semblait connaître le système, mais quelque chose sonnait faux dans son affirmation que sa mère avait été inquiète pour l'argent. C'était si complètement hors de caractère. Pourtant, Ashledge était là, aidant et en gentille, et elle avait travaillé pour sa mère pendant des mois. Sûrement Margaret Brennan, qui avait passé 40 ans comme enseignante à lire les gens, aurait senti si quelque chose n'allait pas avec son aide à domicile. N'est-ce pas? Pendant l'heure suivante, Ashledge a travaillé aux côtés de Daniel, triant des années de tenue de registre minutieuse de sa mère. Elle était efficace, serviable, partageant occasionnellement de petites anecdotes sur Margaret qui sonnaient vraies. Elle insistait pour utiliser sa belle porcelaine pour leur thé pendant les visites. Comment elle s'inquiétait pour ses plants de tomates pendant les périodes sèches. Votre mère était une femme si charmante, a dit Ashledge en atteignant une autre pile de papier. Certains de mes autres clients pouvaient être difficiles, mais Margaret me traitait toujours comme de la famille. Daniel la regardait à nouveau, remarquant un bracelet de tennis qui attrapait la lumière alors qu'elle bougeait. Il avait évalué des similaires en magasinant pour l'anniversaire de Rebecca. Il a repoussé la pensée.
Peut-être qu'Ashledge avait un petit ami riche, ou venait d'une famille aisée. Ce n'était pas ses affaires. Ses autres clients, a-t-il dit, essayant de faire la conversation, sont-ils tous âgés? Oh oui, je me spécialise dans les soins aux personnes âgées. J'ai juste un petit groupe, 3 ou 4 à la fois. J'aime garder ça personnel, vous savez, construire de vraies relations. Elle a souri, chaleureusement. Votre mère m'a en fait référé à son amie Madame Chen dans la rue. Une dame si gentille. Daniel connaissait Madame Chen, une autre enseignante retraitée qui avait travaillé avec sa mère. Il a pris note mentalement de vérifier sur elle, voir si elle allait bien. Pendant qu'il travaillait, Ashledge semblait de plus en plus intéressé par les documents financiers. Oh, voici son résumé de portefeuille d'investissement, a-t-elle dit en sortant un relevé fidélité. Je me souviens qu'elle vérifiait toujours ça, inquiète de la volatilité du marché affectant sa retraite. Un autre mensonge. Sa mère lui avait dit une fois qu'elle ne regardait jamais ses relevés d'investissement. Faisant confiance à l'allocation conservatrice que son conseiller financier avait mis en place des années auparavant. Le marché monte, le marché descend. A-t-elle dit, à mon âge, pourquoi s'inquiéter? Je devrais mettre ces documents sensibles de côté, a dit Daniel en atteignant les papiers d'investissement. Bien sûr, a accepté Ashledge. Mais il a remarqué ses yeux parcourant les chiffres avant de les relâcher. Je vais me concentrer sur l'organisation de ses reçus médicaux. Il y en a tellement. Votre mère restait vraiment au top de sa santé. Daniel a rassemblé les relevés financiers, les dossiers de cartes de crédit et tout ce qui avait des numéros de compte, créant une pile séparée. En faisant cela, il a remarqué qu'Ashledge le regardait périphériquement, son bavardage amical continuant mais son attention clairement divisée. « J'ai besoin d'utiliser les toilettes », a annoncé Ashledge. Je me souviens encore où c'est de toutes ces visites. Pendant qu'elle était partie, Daniel a ressenti une sensation inconfortable, comme si quelque chose ramplait le long de sa colonne vertébrale. Il a regardé à nouveau les bijoux coûteux, pensé aux mensonges, sur les préoccupations financières de sa mère. Sa mère avait été enseignante pendant 40 ans. Elle pouvait lire les gens comme des livres. Si elle avait mis ses points d'interrogation à côté des paiements d'Ashledge, il y avait une raison. Il a entendu des pas à l'étage, étranges, puisque la salle de bain était toirée de chaussées. Que faisait Ashledge là-haut? Daniel s'est déplacé silencieusement vers l'escalier, écoutant. Les planches du sol de la chambre de sa mère ont grincé. Le son de tiroirs qui s'ouvrent. Se déplaçant rapidement mais silencieusement, Daniel a monté les escaliers. Il a trouvé Ashledge dans la chambre de sa mère, debout, près de la table de nuit, plusieurs papiers à la main. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-il demandé. Ashledge s'est retourné, surprise, mais se reprenant rapidement. « Oh, vous m'avez fait peur. Je me suis souvenu que votre mère gardait des papiers importants ici. Elle me l'a montré une fois quand elle était inquiète à propos d'eux. Je vous ai demandé de rester avec les reçus médicaux. J'essayais juste d'aider. » Le ton d'Ashledge a changé, devenant défensif. « Votre mère me demandait souvent de l'aider à trouver des documents importants. Je pensais pouvoir vous faire gagner du temps. » Daniel a regardé les papiers dans sa main. Lynn semblait être une liste manuscrite. Numéro de compte, mot de passe. La liste maîtresse de sa mère pour les services de bancaires en ligne, qu'elle gardait cachée dans le tiroir de sa table de nuit. « S'il vous plaît, posez ça », a-t-il dit froidement. Ashledge a remis les papiers sur la table de nuit, son masque amical glissant juste un instant. Quelque chose a flashé dans ses yeux. Frustration, colère, puis le sourire agréable est revenu. « Je suis désolé, j'ai dépassé les bornes. J'étais tellement habitué à aider Margaret avec tout. » Ils sont retournés en bas dans un silence inconfortable. Ashledge a rassemblé ses affaires rapidement. « Je devrais partir. »
Je peux voir que c'est difficile pour vous d'avoir une étrangère dans l'espace de votre mère. Merci d'avoir rendu ses affaires. » A réussi Daniel, son esprit s'emballant. Après son départ, Daniel est retourné directement dans la chambre de sa mère. La liste maîtresse était là où Ashledge l'avait placée. Mais plusieurs autres tiroirs avaient clairement été perturbés. La boîte à bijoux de sa mère avait été légèrement déplacée. Rien ne semblait manquer, mais quelqu'un avait définitivement fouillé. Puis, il a remarqué que la porte du placard était entr'ouverte. À l'intérieur, à peine visible derrière les vêtements suspendus, se trouvait le coffre-fort de sa mère. Elle le lui avait montré une fois, s'était assuré qu'il connaissait la combinaison au cas où quelque chose lui arriverait. L'affichage numérique était sombre, normal. Mais quand Daniel a touché le clavier pour l'activer, un message d'erreur est apparu. Accès refusé. 3 tentatives incorrectes. Surpassement par Clérokis. Son sens est glacé. Le coffre-fort n'afficherait ce message que si quelqu'un avait essayé et échoué à l'ouvrir 3 fois de suite. Les tentatives étaient en récente, dans la dernière heure basée sur le délai d'attente du système. Une seule personne avait été seule à l'étage. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il atteignait son téléphone. Ashledge Kovacs n'avait pas seulement été l'aide à domicile de sa mère. Elle la volait, ou essayait de le faire. Les paiements questionnés dans le registre de chèques prenaient soudainement tout leur sens. Sa mère avait découvert que quelque chose n'allait pas. Il a commencé à composer le 911, puis à hésiter. Que dirait-il? Que l'ancienne aide à domicile de sa mère avait essayé d'ouvrir un coffre-fort. Ashledge pourrait prétendre que sa mère lui avait demandé d'y accéder il y a des mois. Il n'avait aucune preuve réelle d'actes répréhensibles actuels. Mais il savait, avec la même certitude qu'il avait ressentie quand l'agent Chen lui avait montré la voiture délibérément cachée, qu'Ashledge Kovacs était lié à la disparition de sa mère. La femme qui s'était assise dans cette maison, en buvant du thé avec sa mère, gagnant sa confiance, la volait. Et quand Margaret avait commencé à remettre en question les paiements, mettant ses marques soigneuses dans son registre de chèques, un bruit dur et de chaussée a fait geler Daniel. Un craquement d'éclatement, puis la porte arrière, il a entendu le grincement distinctif de ses vieilles charnières. Il l'avait verrouillée après le départ d'Ashley, il en était certain. Se déplaçant aussi silencieusement que possible, Daniel s'est glissé en haut des escaliers. Il pouvait entendre du mouvement dans la cuisine, des tiroirs qui s'ouvraient. Pas les sons prudents de quelqu'un essayant d'être furtif, mais une recherche rapide et urgente. Son téléphone était dans sa main. Il devrait appeler la police. Mais les sons se rapprochèrent de l'escalier, et s'il parlait, celui qui était en bas l'entendrait. Daniel a regardé autour de lui, désespérément pour quelque chose pour se défendre. La lampe de lecture en laiton de sa mère, lourde, substantielle. Il l'a saisie comme une massue et a commencé à descendre les escaliers, essayant de se rappeler quelle marche grinçait. Les sons de la cuisine s'étaient arrêtés. Soit l'intrus avait trouvé ce qu'il cherchait, soit il l'avait entendu. Daniel a atteint le bas des escaliers et a jeté un coup d'œil au coin. La cuisine paraissait vide, mais la porte arrière était grande ouverte. La lumière du soleil de l'après-midi s'y déversant. Plusieurs tiroirs étaient tirés, des papiers éparpillés sur le sol. Alors qu'il entrait dans la cuisine, lampe levée, une ombre est tombée sur l'entrée. Un homme se tenait là, grand, musclé, fin de la vingtaine ou début de la trentaine. Il portait des vêtements de travail éclaboussés de ce qui ressemblait à du béton, et son expression était froidement déterminée. « Vous devez être le fils », a dit l'homme en entrant. Ashley a dit que vous pourriez être un problème. Avant que Daniel ne puisse répondre ou réagir, l'homme s'est précipité sur lui.
Daniel a balancé la lampe en laiton désespérément, mais Tyler était plus rapide. Le jeune homme s'est baissé sous l'arc et s'est écrasé dans le ventre de Daniel, le poussant en arrière contre le comptoir de cuisine. La lampe s'est écrasée au sol alors que Daniel a haleté pour reprendre son souffle, essoufflé par l'impact. « Tu aurais dû t'occuper de tes affaires, Daya », a grogné Tyler, épinglant Daniel contre le comptoir avec un avant-bras épais sur sa gorge. De sa main libre, il a sorti un pistolet de sa ceinture, un vieux revolver que Daniel a reconnu avec un sursaut de dégoût. L'arme de service de son père de séjour dans l'armée gardait dans le placard de la chambre. « C'est le pistolet de mon père », a sifflé Daniel. Ta mère a montré à Ashley où tout était. Tyler a appuyé le canon contre les côtes de Daniel. Vieille dame, confiante, trop confiante. Maintenant, bouge, on descend. Tyler l'a forcé vers la porte du sous-sol, le pistolet ne vacillant jamais. L'esprit de Daniel s'emballait. Cet homme connaissait Ashley, connaissait le pistolet avait clairement été dans la maison avant. Les pièces tombèrent en place de la pire façon possible. Le sous-sol était aménagé, converti, il y a des années en salle de jeu, où Daniel et sa sœur jouaient enfants. Maintenant, Tyler l'a poussé vers une vieille chaise en bois, près du chauffe-eau. « Assieds-toi », a ordonné Tyler. Quand Daniel a hésité, Tyler l'a frappé au visage avec le canon du pistolet. La douleur a explosé dans la joue de Daniel alors qu'il trébuchait dans la chaise. Tyler a sorti des attaches en plastique de sa poche. Il était venu préparer et a sécurisé les poignets de Daniel derrière le dossier de la chaise, puis ses chevilles au pied de la chaise. « Ashley est en route », a dit Tyler en vérifiant son téléphone. « Tu ne pouvais pas laisser les choses de tranquille, n'est-ce pas? Elle a dit que tu devenais méfiant en passant par tous ces papiers, trouvant des choses que tu ne devrais pas. »« Qu'est-ce que vous avez fait à ma mère ?» a demandé Daniel, goûtant le sang de sa lèvre fendue. Tyler a ri, un son laid. « Ta mère se l'est fait elle-même, a commencé à remettre en question chaque petite charge, passant par ses relevés bancaires comme une sorte de détective. Ashley était prudente pendant plus d'1 an, juste de petits montants ici et là. Mais ta mère a remarqué, a menacé d'appeler la police, de signaler Ashley au service de protection des adultes. » L'estomac de Daniel s'est retourné. Sa mère avait découvert le vol. Ces points d'interrogation dans le registre n'étaient pas seulement des soupçons, c'étaient des preuves qu'elle construisait. La porte du sous-sol s'est ouverte, et les talons d'Ashley ont cliqué sur les escaliers en bois. Elle est apparue, l'air agité, son sang-froid précédent, complètement disparu. Sa femme sait qu'ils avaient ses plans de dîner, a-t-elle dit à Tyler, elle viendra le chercher quand il ne se présentera pas. Alors, on sera prêt pour elle, a répondu Tyler. Combien de temps avons-nous? Ashley a vérifié son téléphone d'ici quand. Il était censé la rencontrer à 6 heures, il est 5h15 maintenant. Plein de temps, Tyler s'est retourné vers Daniel. Voici ce qui va se passer. Tu vas nous donner la combinaison du coffre-fort de ta mère. On sait qu'elle te l'a dit. Elle a dit à Ashley, tout sur combien son fils était responsable, comment tu avais toutes ces informations importantes en cas d'urgence. Allez en enfer, a craché Daniel. Tyler l'a giflé avec des involtures, fendant davantage sa lèvre. Mauvaise réponse. Tu vois, on a besoin de ce qu'il y a dans ce coffre-fort. Ta mère avait des obligations là-dedans, de l'argent liquide, ces bijoux vraiment précieux, probablement 50 000 $ facilement. C'était toujours le plan, construire la confiance, obtenir l'accès, la nettoyer et passer à la prochaine vieille dame seule. Mais elle a compris, a ajouté Ashley, faisant les 100 pas nerveusement. A commencé à tout documenter, a dit qu'elle construisait un dossier, on ne pouvait pas la laisser tout ruiner. L'horreur complète de la situation a frappé Daniel comme un coup physique. Vous l'avez tuée, vous avez tué ma mère, parce qu'elle vous a surpris en train de voler.
On n'avait pas le choix. La voix d'Ashley est devenue stridente. Elle m'a appelé ce matin-là. A dit qu'elle avait des preuves, des copies de chèques falsifiés que j'avais écrits. M'a dit de la rencontrer, ou elle allait directement à la police. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Daniel a senti des larmes brûler ses yeux. Le dernier matin de sa mère, elle avait prévu de confronter son aide à domicile, espérant probablement résoudre ça tranquillement, donner à Ashley une chance de réparer les choses. Au lieu de ça, elle n'est jamais arrivée chez le médecin. A-t-il dit d'un ton creux? Non, a confirmé Tyler. Ashley m'a appelé, paniquant. On l'a intercepté sur cette déviation de construction. Utilisé le pistolet de ton père pour la forcer à conduire jusqu'à la forêt. On a fait en sorte que ça ressemble à ce qu'elle soit partie volontairement. Pas de signe de lutte à la maison, pas de témoin, juste une vieille dame qui a disparu. Vous lui avez tiré dessus. Ce n'était pas une question. C'était rapide, a dit Tyler, comme si ça importait. Plus qu'elle ne méritait après avoir menacé de détruire toute notre opération. La cruauté désinvolte de tout cela a fait que la vision de Daniel s'est brouillée de rage. Sa mère, qui avait enseigné à des milliers d'enfants, qui n'avait jamais fait de mal à personne de sa vie, exécutée dans la forêt parce qu'elle avait attrapé un voleur. La combinaison du coffre-fort a insisté Ashley. On en a besoin maintenant. On a attendu 8 mois. On n'arrêtait pas de revenir pour vérifier, mais on n'a jamais pu entrer. C'est notre argent là-dedans, paiement pour avoir traité les accusations de ta mère. Elle vous faisait confiance, a dit Daniel Ashley. Elle vous a laissé entrer dans sa maison, vous a traité comme de la famille. Les affaires sont les affaires, a répondu Ashley, bien qu'elle ne pouvait pas rencontrer ses yeux. J'ai 3 autres clients, en ce moment, tous chargés, tout seuls. Ta mère était censée être de l'argent facile. Si elle n'avait pas été si sacrément perspicace, une porte de voiture a claqué dehors. Ashley et Tyler se sont tous les deux figés. Ce sera la femme, a dit Tyler. Il a vérifié son pistolet, s'est assuré qu'une balle était chambrée. Je vais m'occuper de ça. Plus de meurtres? À siffler. Ashley. On obtient la combinaison et on se tire, c'est tout. Tu penses toi qu'elle va juste partir quand il ne répond pas? Elle a une clé. Il a dit qu'ils avaient tous des plans de dîner. Comme sur un signal, ils ont entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Daniel, tu es là? Ta voiture est dans l'allée. La voix de Rebecca portait clairement jusqu'au sous-sol. Daniel a essayé de crier un avertissement. Mais Tyler avait déjà bondi dans les escaliers, se déplaçant avec une vitesse effrayante. « Daniel, tout va bien? J'ai vu que la porte arrière était... » Le son d'une lutte. Le cri de Rebecca coupé court, quelque chose de lourd, frappant le sol. Daniel a tiré désespérément contre les attaches en plastique, le plastique coupant dans ses poignets. Minutes plus tard, Tyler est réapparu, portant à moitié, traînant à moitié, Rebecca. Son visage était pâle de choc, une marque rouge, se formant déjà sur sa joue, là où il l'avait frappée. Tyler l'a forcée dans une autre chaise et a commencé à la sécuriser avec plus d'attaches en plastique. J'ai appelé le 911 à alter Rebecca. Avant d'entrer, j'ai vu la porte cassée. Ils arrivent à tout déjà. Ashley est devenue blanche. Tu mens? Vérifiez son téléphone, a défié Rebecca. Dernier appel, il y a 2 minutes. Tyler a attrapé le téléphone de Rebecca de sa poche, son visage s'assombrissant en voyant le journal des appels. Merde, elle l'a vraiment fait. Combien de temps? A demandé Ashley. Ce quartier, 5 minutes, peut-être moins. Les 2 criminels se sont regardés toute une conversation dans ce regard. Ils avaient déjà tué. Ils pouvaient tuer à nouveau. Mais 2 corps de plus, avec la police déjà en route, la camionnette a décidé Tyler. On les prend tous les 2. On obtient la combinaison en route.
Il a coupé les attaches de cheville de Daniel avec un couteau de poche, mais a laissé ses poignets liés. Tous les deux, essayez quoi que ce soit, et je commence à tirer. Tyler les a poussés dans les escaliers du sous-sol sous la menace du pistolet, tandis Ashley courait devant pour chercher la camionnette. Par la fenêtre de la cuisine, Daniel pouvait voir une camionnette de construction blanche reculer dans l'allée. Marche Construction, peint sur le côté en lettres délavées. « Bougez », a ordonné Tyler, enfonçant le pistolet dans le dos de Daniel. Alors qu'il trébuchait dans la cuisine, Daniel a remarqué qu'Ashley avait attrapé une bâche bleue quelque part, le même type que les entrepreneurs utilisent. Son estomac est retourné, en réalisant à quoi c'était. Il ne prévoyait pas de les conduire vivants quelque part. Rebecca devait avoir eu la même pensée. « Ils vont nous tuer de toute façon », a-t-elle dit à Daniel, « comme ta mère. » « Ferme-la », a claqué Tyler, mais sa nervosité se montrait. Au loin, il pouvait entendre des sirènes, encore faibles, mais de plus en plus fortes. Ashley a ouvert les portes arrière de la camionnette. La zone de chargement était vide, sauf pour des outils et plus de bâches bleues. « Mettez-les dedans, dépêchez-vous. » Tyler a poussé Rebecca en premier puis Daniel. Le sol métallique était froid à travers la chemise de Daniel, alors que Tyler grimpait après eux, gardant le pistolet braqué sur eux, tandis qu'Ashley claquait les portes. « Où ?» a appelé Ashley depuis le siège du conducteur. « Au même endroit », a répondu Tyler. La mine Miller, personne n'y va. La camionnette s'est mise en mouvement brusquement, les pneus crissant alors qu'Ashley accélérait hors du quartier de banlieue. Daniel et Rebecca ont glissé sur le sol avec leurs mains liées, incapables de se stabiliser. La combinaison, a exigé Tyler, se stabilisant contre le mur de la camionnette, « donne-la moi maintenant, et peut-être que ça se passe plus facilement. » « Si je te le dis, tu nous tueras immédiatement, » a dit Daniel. « Vous êtes morts de toute façon. Ça détermine juste combien vous souffrez d'abord. » Les sirènes étaient au l'un plus fort maintenant, et Ashley conduisait de manière erratique, prenant les virages trop vite. À travers la petite fenêtre, entre la zone de chargement et la cabine, Daniel pouvait la voir vérifier les rétroviseurs constamment. « Ils suivent de mon téléphone », et a dit Rebecca soudainement. « J'ai le partage de localisation avec ma sœur. Elle peut voir où je suis. » Le visage de Tyler s'est assombri. Il a attrapé le téléphone de Rebecca de sa poche et l'a éteint, plus maintenant. Mais Rebecca a souri, sombrement. L'éteindre n'a pas d'importance. Ils peuvent-ils toujours faire un ping sur la dernière tour à laquelle il s'est connecté? Et les appels au 911 sont enregistrés. Je leur ai dit qu'il y avait eu une effraction, que j'étais chez Margaret Brennan. Ils sauront exactement où chercher. Elle ment, a rappelé Ashley, mais l'incertitude colorait sa voix. Non, elle ne ment pas, a dit Daniel, jouant le jeu de Rebecca. Triangulation des tours cellulaires. Ils installent probablement des barrages routiers en ce moment. Tyler l'a frappé avec la crosse du pistolet, mais le coup manquait de force. L'homme était ébranlé. Les sirènes semblaient être partout maintenant, résonnant sur les bâtiments, alors qu'Ashley se faufilait dans la circulation. « Prends l'autoroute 47, » a ordonné Tyler. « On peut les perdre sur les routes forestières. » C'est là que la voiture de maman a été trouvée, a réalisé Daniel à haute voix. « Vous nous emmenez dans la même zone. Ferme-la. » Ashley s'est engagé sur l'autoroute, accélérant devant d'autres véhicules. Mais alors qu'il franchissait une colline, des feux de freinage se sont allumés devant une mer de rouge s'étendant au loin. La circulation était arrêtée. « C'est quoi ce bordel ?» Ashley a freiné fort, projetant tout le monde en avant. À travers le pare-brise, Daniel pouvait voir la raison. Des voitures de police étaient repositionnées à travers toutes les voies, environ un quart de mile devant. Les lumières clignotantes. Les officiers étaient hors de leur véhicule, vérifiant chaque voiture alors qu'elle passait lentement à travers le point de contrôle.
Barrage routier, a soufflé Tyler. Ils ont vraiment installé un barrage routier. Recule, a-t-il crié à Ashley. Fais demi-tour. Je ne peux pas. Il y a du trafic derrière nous. Ils étaient empiégés. Des voitures devant, des voitures derrière, des barrières en béton des deux côtés de l'autoroute. La respiration paniquée d'Ashley était audible depuis le siège avant. La sortie de la forêt, a dit Tyler soudainement. Avant le barrage routier, sors là. Ashley a tourné le volant à droite, coupant un autre véhicule, alors qu'elle se dirigeait vers une rampe de sortie. La camionnette s'est inclinée dangereusement alors qu'elle prenait la courbe trop vite. Ils étaient en maintenant sur une route forestière à deux voies, celle qui menait à l'endroit où la voiture de Margaret avait été trouvée. « Ils vont nous suivre », a dit Ashley de sa voix aiguë de panique. Elle avait raison. Dans les rétroviseurs, Daniel pouvait voir des voitures de police se détacher du barrage routier, suivant leur route de fuite. Le moteur de la camionnette peinait, alors qu'Ashley le poussait plus fort, mais elle était construite pour transporter des matériaux, pas pour des poursuites à grande vitesse. Là, Tyler a pointé vers une route de terre qui se détachait. « Prends-la. » Ashley a tiré le volant et la camionnette a fait une embardée sur la piste forestière. Les arbres se précèdent de près des deux côtés, les branches grattant contre le véhicule. Les sirènes de police se rapprochaient. « C'est fini, » a dit Rebecca calmement. « Vous ne pouvez pas les distancer dans ce truc. Laissez-nous partir et peut-être qu'ils ne vous tirent de pas dessus. Ferme-la. » Tyler perdait le contrôle, agitant le pistolet sauvagement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. C'était juste censé être de l'argent facile de vieux qui avaient essayé plus qu'ils n'avaient d'eau besoin. La route de terre s'est terminée brusquement dans une petite clairière. Ashley a freiné, la camionnette glissant pour s'arrêter à quelques pieds d'un pin massif. À travers la fenêtre avant, Daniel pouvait voir qu'ils étaient du piégé. Forêt dense de tous les côtés, pas de chemin en avant. Derrière eux, des voitures de police entraient dans la clairière, formant un demi-cercle. Les officiers sont sortis en utilisant leurs portes comme boucliers, armes tirées. Tyler marche. Ashley et Kovac. La voix a retenti d'un mégaphone de police. Sortez du véhicule avec les mains visibles. Qu'est-ce qu'on fait? Ashley pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tyler, qu'est-ce qu'on fait? Tyler a regardé le pistolet dans sa main, puis Daniel et Rebecca, enfin Ashley. Pendant un moment, Daniel a pensé qu'il pourrait commencer à tirer. Partir en combattant plutôt que de faire face à la justice pour le meurtre de Margaret. Puis plus de voitures de police sont arrivées. Des véhicules du FBI, une camionnette SWAT. La clairière s'est remplie de forces de l'ordre, toutes concentrées sur une camionnette de construction battue. C'est fini, a dit Tyler tranquillement. La défaite dans sa voix, il a posé le pistolet sur le sol de la camionnette. On est son fini. Sortez du véhicule maintenant, a commandé le mégaphone, les mains où on peut les voir. Ashley a ouvert sa porte en premier, les mains tremblantes alors qu'elle les levait. Les officiers se sont déplacés immédiatement, la tirant au sol. Tyler a suivi, jetant le pistolet avant de sortir avec les mains hautes. Dès que les criminels ont été sécurisés, les officiers se sont précipités vers les portes arrière de la camionnette. Daniel n'avait jamais été si soulagé de voir des policiers en uniforme de sa vie. Ils ont coupé les attaches en plastique, les ont aidés lui et Rebecca à sortir dans la lumière du jour déclinante. « Êtes-vous blessés ?» Un ambulancier était là immédiatement, les examinant. « On va bien », a réussi Daniel, bien que ses jambes tremblaient. « Ils ont tué ma mère, ils ont avoué. Elle les a surpris en train de voler, et ils l'ont tuée. Ils vont partir pour très longtemps », a dit un agent du FBI. Daniel a regardé où Ashley et Tyler étaient au chargé dans des voitures de policiers. Ashley sanglotait, tout son sang-froid disparu. Tyler regardait droit devant son visage vide,
8 mois de questions, de ne pas savoir ce qui était arrivé à sa mère, et ça se résumait à une simple cupidité. Une aide à domicile qui a vu une opportunité et un petit ami prêt à tuer pour protéger leur système. Les lumières fluorescentes dans la salle d'interrogatoire du poste de police jetèrent des ombres dures sur le visage de Tyler Marsh. Il était assis, enchaîné, à la table métallique. Sa bravade d'ouvrier, du bâtiment complètement évaporé. En face de lui, l'agent spécial du FBI Chen et le détective Rodriguez attendaient avec des enregistreurs numériques en marche. Daniel regardait derrière la vitre 101, la main de Rebecca serrant la sienne. Ils avaient en été traités pour des blessures des mineurs et avaient donné leur déclaration. Mais Daniel avait demandé à observer l'interrogatoire formel. Il avait besoin de tout entendre, avait besoin de savoir où était sa mère. « On vous a déjà pour enlèvement et tentative de meurtre », a dit calmement l'agent Chen. « Votre petite amie Ashley est dans la pièce d'à côté, en train de tout nous raconter. Vous pourriez aussi bien nous donner votre version. » La mâchoire de Tyler a travaillé silencieusement pendant un moment. Son avocat, un défenseur public à l'air fatigué, a murmuré quelque chose à son oreille. « Je veux un accord », a finalement dit Tyler. « Je vous dis tout, vous retirez la peine de mort de la table. Dites-nous d'abord où est le corps de Margaret Brennan, a contré le détective Rodriguez. Ensuite, on discutera des accords. » Tyler s'est affaissé sur sa chaise. La mine Miller, l'ancienne mine de cuivre, sur la route de service forestier 12, environ 15 kilomètres après, où on a largué sa voiture. Daniel a senti ses genoux faiblir. 15 kilomètres, sa mère avait été à 15 kilomètres d'où ils avaient serrouillé et avaient cherché pendant 8 mois. « Elle est dans le puits principal », a continué Tyler, sa voix plate. Environ 20 mètres de profondeur, on a laissé le corps avec des blocs de béton de mon chantier de construction. Pourquoi cacher la voiture séparément? A demandé l'agent Chen, c'était l'idée d'Ashley. Elle a dit que si la voiture était jamais trouvée, la police chercherait dans cette zone immédiate. Alors on a largué Margaret dans la mine en premier, puis on est revenu, et on a enterré la voiture 8 kilomètres plus loin. Utilisé mon équipement, rétrocaveuse, chargeuse frontale, empilé ses troncs, pour que ça ressemble à un vieux glissement de terrain. On pensait que personne ne le dérangerait pendant des années. Par contre, nous, le 15 août, a incité Rodriguez. Tyler s'est frotté le visage avec des mains menottées. Ashley m'a appelé vers 10h30, paniquant. A dit que la vieille dame l'avait confronté à propos de chèques falsifiés, menacé d'appeler les flics. Margaret avait dit à Ashley de la rencontrer à la maison, où elle irait directement à la police. Mais Margaret n'était jamais rentrée chez elle. Non, Ashley avait une clé, s'est laissée entrer, a trouvé le pistolet du vieil homme dans le placard de la chambre. Ashley savait où tout était dans cette maison. Margaret a appelé le cabinet du médecin à propos du retard de construction. Ashley m'a dit de l'intercepter sur la route de déviation. Comment saviez-vous quel chemin elle prendrait? Ashley était son aide à domicile depuis plus d'1 an. Connaissait toutes ses habitudes, ses itinéraires. La construction sur Maple signifiait qu'elle prendrait Elm jusqu'à l'autoroute 47. J'ai attendu à l'intersection avec Foster Road, l'ai suivie quand elle était passée. L'agent Chen s'est penché en avant. Ensuite, j'ai fait clignoter mes lumières, klaxonner. Elle m'a reconnu. J'étais venu à la maison avant, réparer des trucs. Lui a dit qu'Ashley était tombée chez elle, était blessée, avait besoin d'aide. Elle m'a suivi jusqu'à un dégagement sur la route forestière. Daniel a fermé les yeux, imaginant sa mère confiante suivant cet homme, inquiète pour la jeune femme qu'elle avait essayé d'aider. Dès qu'elle est sortie de la voiture, je lui ai montré le pistolet. Laisse te fait monter dans ma camionnette. Conduit à la mine, pendant Ashley suivait dans la voiture de Margaret. Elle devait être terrifiée, a dit Rodriguez. Quelque chose a clignoté sur le visage de Tyler, de la culpabilité peut-être.
ou juste de l'agacement au souvenir. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait juste que le vol s'arrête, qu'elle ne porterait pas plainte si Ashley rendait l'argent. Même alors, essayant d'être gentil à ce sujet. Mais vous l'avez tuée quand même. On ne pouvait pas la laisser partir. Elle en avait vu trop, en savait trop. Ashley avait volé presque 40 000 $ à ce moment-là, d'elle et des autres vieux. On prévoyait de s'enfuir. On avait tout mis en place. Fausses pièces d'identité, billets pour la Thaïlande, tout. Où sont ces documents? A demandé Chen. Unité de stockage sur Riverside Drive, unité 47, Ashley à la clé. Dans la salle d'observation, Daniel a entendu un autre détective transmettre l'information par radio à une équipe de recherche. En quelques minutes, ils auraient de l'épreuve. Les autres victimes, a insisté Rodriguez. Madame Chen, Monsieur Walters, Madame D. Franco, combien au total? Sur 2 ans, peut-être 400 000. Ashley était intelligente à ce sujet. Des petits bouts, ici et là, chèques falsifiés, argent écrémé, bijoux vendus qu'il ne manquerait de les jamais. Ces vieux, ils lui faisaient complètement confiance. Elle les aidait à payer les factures, organiser les finances. Facile de prendre plus. Jusqu'à ce que Margaret Brennan remarque, Tyler a hoché la tête. Cette femme était vive, a commencé à faire correspondre ses relevés bancaires avec les reçus, a trouvé des chèques dont elle ne se souvenait pas avoir écrit. Ashley a essayé de la manipuler, de lui faire croire qu'elle devenait confuse. Mais Margaret n'achetait pas ça. La porte s'est ouverte et un autre agent est entré, murmurant à Chen. Elle a hoché la tête et s'est retournée vers Tyler. L'équipe de l'unité de stockage vient d'appeler. Ils ont trouvé les faux passeports, les billets d'avion, datés de dans 2 semaines, et environ 200 000 en espèces. Ont aussi trouvé le chéquier et les cartes de crédit de Margaret Brennan que vous gardiez. L'avocat de Tyler a murmuré de manière urgente à son oreille, et à nouveau, mais Tyler l'a repoussé. « Écoutez, j'en ai fini de mentir. Oui, on l'a tué. Oui, on volait des vieux. Oui, on allait s'enfuir. Ashley peut pleurer et me blâmer autant qu'elle veut. Mais elle était le cerveau, je faisais juste le sale boulot. » Une dernière chose, a dit Chen. Pourquoi continuer à cibler des clients âgés après le meurtre de Margaret? Pourquoi ne pas fuir immédiatement? On avait besoin de plus d'argent. La Thaïlande est chère, si vous voulez disparaître correctement. Ashley a dit que personne ne nous soupçonnait. La disparition de Margaret semblait volontaire. Les flics n'enquêtaient pas sur les vols. On pensait qu'on avait le temps. Un coup à la porte de la salle d'interrogatoire a interrompu. Un autre agent s'est penché. On a des équipes à la mine. Les chiens cadavres alertent au puits principal. Daniel s'est détourné de la fenêtre, incapable de regarder davantage. Sa mère était dans un puits de mine. Il avait été pendant 8 mois, pendant qu'il avait espéré et prié et cherché. Tout parce qu'elle avait remarqué quelqu'un qui l'a volé et avait eu le courage de le confronter. « Ça va ?» a demandé doucement Rebecca. « Ils vont la ramener à la maison », a dit Daniel, la voix épaisse. « On peut enfin avoir des funérailles appropriées. Elle mérite ça. » À travers la vitre, Tyler signait sa confession, page après page, détaillant le réseau de vol, le meurtre, la dissimulation. La confession d'Ashley dans la pièce d'à côté correspondrait les 2 criminels, l'un patient de blâmer l'autre pour les pires du parti. Mais Daniel connaissait la vérité maintenant. Sa mère était morte parce qu'elle avait fait confiance à la mauvaise personne, parce qu'elle avait ouvert sa maison à quelqu'un qui ne la voyait que comme une cible. L'enseignante qui avait façonné des milliers de jeunes vies avait été trahie par la cupidité, tuée pour de l'argent qu'elle aurait librement donné à quiconque, vraiment dans le besoin. Au moins maintenant, elle pourrait reposer correctement, et Ashley Kovac et Tyler Marsh passeraient le reste de leur vie en prison, payant pour ces 8 mois d'agonie qu'ils avaient de la causer à toute une famille. L'agent Chen est sorti de la salle d'interrogatoire
s'approchant de Daniel avec compassion dans ses yeux. « Nous aurons des équipes de récupération à la mine dans l'heure. Je vous promets, Monsieur Brennan, nous ramènerons votre mère à la maison avec toute la dignité et le respect qu'elle mérite. » Daniel a hoché la tête, incapable de parler. Après 8 mois de questions, il avait d'enfin des réponses. Ce n'étaient pas les réponses glas, des réponses qu'il voulait. Il n'y avait pas de miracle, pas d'erreur, pas d'espoir de la retrouver vivante quelque part. Mais il y avait justice, et il y avait vérité, et il y aurait un endroit pour déposer des fleurs et dire au revoir correctement. Ce devrait être suffisant.